Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. En fait, je devrais dire cette série de nos conférences magistrales. Donc, c'est une série qui a été inaugurée depuis plusieurs années déjà. Et l'idée de cette série, c'est de recevoir nos professeurs parmi les plus chevronnés. Donc, pour pouvoir prendre connaissance de l'excellent travail qu'ils font, c'est du travail que parfois qu'ils présentent beaucoup à l'étranger et parfois, quand on a l'occasion de les entendre, c'est à l'étranger. Donc, l'idée de cette conférence organisée dans nos murs, c'est de pouvoir donner l'occasion à la communauté d'ici de les entendre et de prendre connaissance de ce qu'ils font. Pour cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Kate Folick, que je vais présenter brièvement. Donc, Kate est professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique. Elle est également chercheure régulière au Centre de recherche en santé publique. Kate est diplômée, c'est une diplômée du secteur de l'école. À l'époque, on était à la faculté de médecine et elle est diplômée programme de doctorat en santé publique après avoir fait sa maîtrise en santé communautaire. Donc, moi-même, je faisais mon doctorat un peu à la même époque et on avait le plaisir de se côtoyer pendant ces belles années au pavillon Marguerite Diouville. Avant, Kate avait fait son baccalauréat en sciences politiques à l'Université McGill. Aujourd'hui, ses travaux de recherche portent sur les déterminants sociaux de la santé, les inégalités sociales de santé. Elle s'intéresse aussi à la théorie sociale en épidémiologie et en promotion de la santé et à la sociologie du tabagisme. Donc, cet après-midi, elle va nous parler du champ de bataille idéologique de la promotion de la santé en prenant appui sur le travail qu'elle fait depuis plusieurs années dans les quartiers et un projet qu'elle mène en particulier, changer les règles du jeu. C'est avec plaisir que j'accueille Kate et que je lui cède le micro. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Écoutez, ça fait grand plaisir d'être ici. C'est drôle, hein? On présente souvent ailleurs, puis c'est toujours chez nous où on est le plus nerveux. Donc, je vais essayer de ne pas être trop nerveuse, mais j'ai bien hâte de partager avec vous mes réflexions sur mon programme de recherche actuel, puis n'attendez pas que des résultats de recherche. Une grande conférence, pour moi, c'est plus une réflexion plus poussée sur ce qu'on apprend de ce qu'on fait. Donc, je vais partager certains résultats, mais je vais plutôt partager certains enjeux qui vont au-delà des résultats que je pense sont fondamentaux pour la recherche en promotion de la santé et probablement dans d'autres sous-disciplines de santé publique. Donc, je vais explorer comment une intervention simple qui vise à réaménager l'espace de rue dédié aux enfants à Montréal afin de leur donner de plus grandes possibilités de jeu libre et mobilité indépendante, a révélé un champ de bataille idéologique pour la promotion de la santé. Je vais d'abord commencer en expliquant pourquoi nous nous sommes intéressés à ces préoccupations modernes pour la santé des enfants et pourquoi je les considère de problèmes en promotion de la santé. Je décrirai ensuite les interventions que nous avons mises en place dans le but d'étudier si elles pouvaient aider les enfants et leurs familles à se réapproprier la ville. Le véritable cœur de cette présentation sera la discussion de ce que j'appelle le champ de bataille idéologique. Puis je ne suis pas sûre si j'ai bien traduit ça, mais bon, vous allez voir ce que je voulais dire par ça. Dans cette conversation qui, à mon avis, mérite le plus notre attention, c'est qu'ici, nous apprenons le plus sur les forces qui limitent ou améliorent nos capacités à promouvoir la santé urbaine au niveau populationnel. En guise de teaser, donc, voici les 3 problématiques auxquelles nous avons été confrontés au sein de notre projet jusqu'à date, parce que le projet n'est pas terminé encore, mais ce sont nos réflexions jusqu'à date. Tout d'abord, nos interventions ne visaient pas directement des comportements, mais la modification des environnements pour faciliter le choix sain
Afin de modifier les environnements qui peuvent promouvoir une bonne santé, cependant, il y a des compromis à faire à ceux-ci qui ne sont pas toujours facilement acceptables par les citoyens. La responsabilité du changement dans notre projet repose donc sur des acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans le comportement ciblé, créant des tensions peu attendues. Le deuxième des points, et comme conclusion connexe, nous avons découvert le rôle du discours de risque et les façons dont ils empêchent certains choix sains de se produire. Troisièmement, notre projet révèle comment les systèmes inéquitables peuvent empêcher l'innovation de se produire pour ceux qui ont le plus besoin et compromettent à l'innovation de se produire dans les environnements qui en ont le plus besoin. Donc, parlons d'abord du problème. Est-ce que vous voyez le deuxième des slides? Non, on voit le premier, hein? Là, vous voyez le deuxième? OK, super. Donc, parlons d'abord du problème de la disparition du jeu libre dans de nombreux contextes urbains et à quelques solutions potentielles. La mesure dans laquelle les villes soutiennent le jeu libre à l'extérieur des enfants peut être directement liée non seulement à la santé des enfants, au niveau d'obésité, au bien-être psychologique, mais aussi au bien-être de l'ensemble de la population. Notre projet intitulé « Changer les règles du jeu » présente le jeu extérieur des enfants comme un problème de santé publique qui peut aider les décideurs municipaux, les praticiens de la santé publique, les défenseurs du transport actif, les urbanistes, les défenseurs du droit des enfants et la société en général à relier la pollution et le réchauffement climatique, la planification active des transports, la cohésion sociale entre citadins et la santé physique et mentale des enfants et des adultes. Beaucoup d'entre nous, nés avant les années 1990, se souviennent d'avoir passé nos étés et notre temps après l'école à jouer librement dans nos quartiers, à rentrer à la maison pour le déjeuner et à la tombée de la nuit seulement à l'assistance de nos parents. Les préoccupations concernant la peur des enlèvements, les accidents de la route et le manque général d'endroits attrayants pour les enfants à jouer à l'extérieur ont été particulièrement responsables du fait que les enfants deviennent plus sédentaires et restent à l'intérieur avec moins d'occasions de jouer. Cette carte éclaire brillamment ce que nos interventions visent à surmonter. Ici, nous voyons le territoire de mobilité indépendante de 4 enfants qui ont tous 8 ans. Il se trouve qu'il s'agit de 4 enfants de 4 générations de la même famille qui ont tous grandi dans la même ville. Ce gros tache qui occupe la majeure partie de la carte est la plage itinérance que l'arrière-grand-père a été autorisé en 1919. 10 kilomètres. Les 2 cercles plus petits montrent le territoire de mobilité indépendante du grand-père en 1950 et de la mère en 1979, toujours à l'âge de 8 ans. Maintenant, voyez-vous ce petit point en haut à gauche? C'est le territoire de mobilité indépendante du fils Ed aujourd'hui. Il a seulement le droit d'aller au bout de sa roue. Le jeu libre chez les enfants est dans une sorte de chute libre. Les enfants jouent moins librement, moins souvent. Il y a au moins 2 raisons importantes à ce déclin. Le premier, le jeu libre est devenu plus structuré. La commodification du jeu a conduit les parents et la société à croire que si vous payez pour un cours, un programme, vous bénéficiez votre enfant en lui donnant quelque chose d'utile. Le jeu non structuré est considéré comme frivole. De plus, le jeu non structuré exige que quelqu'un, par exemple un parent, soit proche de l'enfant s'il est dans le besoin. Les familles ne sont pas toujours disponibles pour fournir l'environnement qui permet de jouer librement et donc les programmes structurés remplacent cette pratique. Un dernier problème qui se renforce est que plus les activités des enfants deviennent structurées, moins il y a d'enfants avec lesquels jouer librement. Même si l'on désirait que les enfants jouent plus librement, il y a moins de possibilités de le faire car il y a moins d'enfants disponibles avec qui jouer. Deuxièmement, les parents et la société ont de plus en plus peur pour les enfants. Il y a une notion selon laquelle un enfant non surveillé et non structuré sera blessé
soit en raison d'un accident de la route, d'une autre forme d'accident ou d'un enlèvement. Cela réduit les possibilités que les enfants ont d'être libres dans leur jeu et conduit à des activités structurelles telles que, excusez l'expression en anglais, des playdates. Donc, ce que vous voyez en face de vous, c'est le fruit d'un sondage fait tout récemment dans 27 des villes autour du globe, où on a demandé à des travailleurs dans les municipalités quels sont les obstacles aux opportunités de jeu libre sur les enfants. Vous voyez à gauche 6 des possibilités. Puis en fait, tous ces 6 ont fait objet de notre intervention et ont suscité plusieurs problèmes et questionnements pour nous par rapport à la possibilité d'intervenir dans les villes pour augmenter le jeu libre. Alors, que faut-il faire pour créer des conditions permettant aux enfants et aux jeunes des villes de pouvoir plus jouer librement? S'appuyant sur les raisons invoquées par les travailleurs municipaux du monde entier pour expliquer la réduction du jeu, ce diagramme très simple et élégant qui m'a été fourni par Tim Gill, un expert de renommée mondiale en jeu libre situé au Royaume-Uni, suggère qu'il y a 4 éléments essentiels pour permettre le jeu libre. Le premier, à gauche, ce sont les attitudes des adultes. Il faut d'abord que, de un, les parents laissent les enfants jouer librement, mais il faudrait aussi que d'autres adultes autour laissent jouer les enfants librement. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse hier, mais il y avait même un cas qui est allé en cours où il y avait une famille à Beaconsville, je crois bien, qui ne voulait pas que les enfants des voisins jouent dans la rue parce qu'ils trouvaient ça inapproprié. Donc, il y a vraiment tout un mouvement autour du monde où les attitudes des adultes à l'envers le jeu libre est excessivement négative. De deux, il faudrait avoir l'espace. Il faut avoir un espace intéressant pour jouer, sécuritaire pour jouer, alléchant pour jouer. Et ça n'a pas besoin d'être un espace qui est nécessairement créé pour jouer. On pense tout de suite à des parcs ou des aménagements pour les enfants, mais il y a d'autres espaces dans la ville, la rue, les ruelles, n'importe quel, les trottoirs, qui sont des espaces très propices aux enfants, mais il faudrait qu'ils soient accessibles. Le troisième, c'est d'autres enfants. Comme j'avais dit tantôt, quand on regarde nos villes de nos jours, je le fais à chaque été, à chaque week-end, je me promène dans notre super ville de Montréal et je vois aucun enfant souvent. C'est hyper triste. Vraiment, une notion d'une ville saine, c'est une ville où on voit les citoyens utilisant l'espace public et malheureusement, on voit de moins en moins, non seulement d'adultes, mais aussi d'enfants dans la rue. Et le quatrième, c'est le temps. Donc, les enfants, pour vraiment jouer librement, penser à votre passé, bien, ça ne se fait pas dans 5 minutes. Les philosophes du jeu, quand ils vont parler de ce dont on a besoin du temps pour s'imaginer des choses, pour rentrer dans le jeu. Et le temps, bien, on en parle souvent, on en a peu comme adultes, mais les enfants aussi parce qu'ils sont tellement structurés. Donc, bien qu'on puisse devenir nihiliste, compte tenu de ce que je viens de présenter, il y a place à l'optimisme. Au cours des 10 à 15 dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour la promotion du jeu libre à l'extérieur des enfants en raison des myriades d'avantages qu'il procure, en particulier l'augmentation de l'activité physique, puisque les enfants sont plus actifs physiquement pendant le jeu libre en plein air que toute autre activité. Au cours des 5 dernières années et en collaboration directe avec un OBNL québécois, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, dont le mandat est de promouvoir l'urbanisme démocratique, nous avons développé le programme de recherche appelé « Changer les règles du jeu ». Changer les règles du jeu vise à rendre le jeu libre plus accessible aux enfants et aux jeunes et ainsi accroître l'activité physique, la mobilité indépendante, l'utilisation des transports actifs ainsi que la cohésion sociale des enfants, des jeunes, des parents et des citadins.
Notre programme de recherche teste les effets de 2 interventions urbaines sur les enfants, les parents et les parties prenantes locales. Les interventions urbaines que nous avons testées s'appellent Rue-École et Rue Ludique. Notre projet est en cours depuis l'automne 2021 et comprend 2 villes, Montréal et Kingston, Ontario, une petite ville d'environ 140 000 habitants, avec un profil démographique beaucoup plus homogène que celui de Montréal et beaucoup moins urbain. Il y a un élément supplémentaire important à notre étude comparative. Nous voulions tester les effets de ces interventions dans des quartiers socio-économiquement contrastés dans les 2 villes. L'étude de tels contrastes est essentielle pour comprendre comment et pourquoi les inégalités en matière de santé se produisent. Nous menons ainsi une rue-école et une rue ludique dans un quartier aisé socio-économiquement et un quartier socio-économiquement défavorisé au sein de chacune de ces villes. Les différences dans la mobilisation, la mise en œuvre et les effets de ces interventions dans ces quartiers socio-économiquement contrastés sont des éléments essentiels de cette étude et dont je vais vous parler dans la présentation aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec la notion de rue-école. Cette idée de rue-école est née en Europe il y a environ 10 ans, principalement au Royaume-Uni et en Belgique. Donc, c'est vraiment assez nouveau et très, très nouveau au Canada puis au Québec. La partie de notre intervention sur la rue-école devait se dérouler pendant toute l'année scolaire à Montréal et à Kingston. L'idée derrière cette intervention est de fermer à la circulation automobile de 50 à 400 mètres de la rue devant la porte d'école des écoles primaires. Ces interventions durent de 15 à 90 minutes avant et à la fin de la journée scolaire. Cette intervention encourage les enfants à utiliser le transport actif pour se rendre à l'école, à accroître leur mobilité d'autonomie et à utiliser le nouvel espace créé par la fermeture de la rue à la circulation de transit pour jouer librement. Au Québec, c'est nous qui avons mis en place la première rue-école et à Kingston, c'était parmi les premières dans le reste du Canada. Donc, le prochain, excusez pour l'anglais, mais c'est une slide faite par les collègues à Kingston où ils expliquent quelles sont les rue-écoles. Je trouve ça vraiment le fun. D'abord, on explique qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Donc, pour qu'est-ce qu'ils sont, c'est des fermetures de rue au début et à la fin de la journée scolaire. Ça complémente une infrastructure et une programmation de transport actif. Il y a des exemptions pour des résidents, les gens qui travaillent à l'école et les véhicules d'urgence, bien sûr, ils peuvent rentrer et sortir. Et cependant, ces motoristes, s'ils rentrent ou sortent, ils sont escortés par des bénévoles à pas de marche. Qu'est-ce que c'est pas? Bien, ce n'est pas un service de supervision avant et après l'école. Donc, l'idée, puis c'est hyper difficile pour les citoyens de comprendre ça. Dès qu'un enfant rentre dans la zone de rue-école, il n'y a pas de surveillance. Ils ne sont pas marchés par les bénévoles parce que c'est une zone sécuritaire et on croit très bien que les enfants ont le droit de marcher de façon indépendante pour rentrer à l'école. C'est non plus une initiative qui est la responsabilité de l'école. Donc, la façon dont c'est mené, c'est vraiment nous, le groupe de recherche et surtout le Centre écologie urbaine de Montréal, qui est responsable de l'initiative avec les bénévoles qu'on trouve dans la communauté et on ne met pas l'école comme responsable. Et finalement, ce n'est pas un fad. À Londres, ils ont commencé avec 5 pilotes il y a à peu près 10 ans et ils ont actuellement 500 rues-écoles à travers Londres. C'est vraiment spectaculaire. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le développement de ces interventions nécessite une mobilisation, une mise en œuvre puis une évaluation considérable. Nos collègues de Kingston ont préparé ce diagramme, excusez-moi encore pour l'anglais, utile pour aider à comprendre les étapes de la création de ces initiatives, juste pour arriver à l'étape du lancement. Donc, vous comprendrez qu'à gauche, c'est le début, c'est le Site Feasibility Assessment. Donc, est-ce que la place est la bonne? Est-ce que ça remplit tous les critères? Et le dernier qu'on voit en bas, là, le launch, le lancement, c'est que le lancement de l'intervention. Donc, on a à passer par toutes ces étapes
en mobilisation, en mise en œuvre, juste pour lancer l'intervention qui dure toute une année. Donc, vous pouvez imaginer l'énergie qu'on met dedans. Je regarde mon postdoc Zainam qui est sur le terrain très souvent, c'est énormément d'énergie. Donc, je discuterai de deux rues-écoles avec vous, une dans notre quartier socio-économiquement défavorisé et l'autre dans notre quartier plus favorisé. Les étapes que vous voyez à l'écran aident à comprendre la complexité de la mise en œuvre de ces interventions. Ces étapes sont nécessaires pour le lancement de ces interventions. On ne parle même pas de la maintenance des interventions d'une période d'une année. Donc, vous vous demandez sûrement de quoi ça a l'air, mais ça n'a pas l'air de ça. Ça, c'est la rue juste à l'extérieur, la porte principale de notre école Marie-Rivier, où on avait mis en place une rue-école pendant l'année scolaire 2021-22. Voici à quoi elle ressemblait avant la mise en place de la rue-école. C'est horriblement dangereux. Regardez, il y a des gens qui faufilent dans les voitures. À un moment donné, vous ne voyez pas nécessairement dans cette photo-là, mais il y a 4 files de voitures. Dans une période de 15 minutes, quand on a évalué le nombre de voitures, il y avait entre 70 et 100 voitures qui sont passées dans une période de 15 minutes. Donc, juste à côté, c'est une route principale. Puis ici, où se trouve la rue-école, il y a 5 écoles dans un rayon de 500 mètres de l'école. Donc, vous comprendrez que la rue-école qui a été mise en place desservait des milliers de jeunes qui marchaient dans ce quartier-là. À cette école-là, Marie-Rivier, c'est une école de quartier avec 608 élèves, donc énormément de jeunes. C'est un quartier très densément peuplé avec peu d'arbres et peu ou pas d'occupation de propriétaires. C'est une population socio-économiquement assez défavorisée et nombreux immigrants de première génération. Donc, voici une deuxième photo qui vous donne une idée de la dangerosité de cette rue. Les gens, encore là, doivent faufiler entre les voitures pour rendre à l'école. Et voici de quoi ça a l'air, une rue-école quand c'est mis en place. Vous voyez peut-être même dans cette photo l'aisance dans le corps des gens, surtout la madame en arrière là, avec les 2 enfants, elle parle avec, puis elle arrête dans la rue. On a vu les gens, au début, c'était intéressant, les gens, comme ils n'étaient pas sûrs s'ils pouvaient utiliser la rue, ils passaient très vite pour aller sur le trottoir, puis à chaque fois qu'on mettait en place la rue-école, ils s'appropriaient de plus en plus la rue. Les jeunes avaient un joie à courir ensemble dedans. C'était vraiment très, très beau. Vous pouvez vous dire, ben c'est facile à l'automne, quand il fait beau, ben on l'a fait aussi à l'hiver. Et ça a l'air de ça. Les événements à retenir, bon, ça n'a pas été tout beau. On a commencé notre mobilisation auprès, bon, bien sûr, avec la ville et les quartiers, on a commencé des années d'avance, mais en termes de la mobilisation locale, on a commencé au printemps 2023 avec des séances d'information pour les parents de l'école, pour les parents et les professeurs de l'école. On a aussi discuté avec les résidents. Et on cherchait des bénévoles. Donc, on était très présents pour expliquer le projet aux différentes instances dans le quartier. On a aussi cherché des partenaires auprès d'OBNL locales. Puis, en fait, dans le cas de Marie-Rivier, les bénévoles qu'on est allés chercher étaient des jeunes d'une école Louis Papineau en face qui sont venus nous aider à fermer les barrières. On a fait 2 essais au tout début, au mois de septembre, 2 vendredis de suite. Et ensuite, au mois de décembre, on a commencé notre école pour du bon avec 14 interventions. Je vais vous dire après, en fait, seulement 14 interventions ont eu lieu parce que finalement, la SPVM nous a forcé de fermer. Et ça ferait partie des réflexions qu'on aurait à avoir sur certaines problématiques qu'il y en avait. Bon, des événements inattendus, il y avait au tout début, quand on discutait de l'intervention avec les professeurs de l'école, il y en a plusieurs qui ont dit, on aime
beaucoup cette idée, on veut tout le meilleur pour nos enfants à l'école, mais franchement, ça va être difficile pour moi de trouver un stationnement. Donc, je suis contre. On a entendu ce genre de problème souvent par des gens qui n'étaient pas vraiment appelés à participer, mais qui ne voulaient pas se voir enlever un supposé droit, même si la rue qui est fermée n'est pas la rue où ils sont supposés stationner. Donc, beaucoup de résistance assez forte, assez féroce au tout début. Il y avait de l'interférence de la police. Ils sont venus parler avec la directrice sans qu'on soit là, pour lui dire qu'ils trouvaient l'intervention potentiellement dangereuse. Dangereuse pourquoi? Ben, ce qu'il disait, c'est que, entre autres, il y avait une possibilité de terrorisme. Comme on fermait les rues, ben, potentiellement, des gens viendraient tuer des enfants avec leur voiture. Et aussi qui trouvait qu'avec notre intervention, on allait à l'encontre de tout ce qu'on apprend à nos enfants, c'est de ne pas jouer dans la rue et que cette notion d'inviter les jeunes à jouer dans la rue allait être dangereux à très long terme pour les enfants. Donc, ça, c'est pour la rue ludique, la rue école à Saint-Michel. Dans les rues ludiques, ils ont une histoire beaucoup plus longue et les rues écoles que les rues écoles et sont beaucoup plus courants à travers le monde. Cependant, ni l'un ni l'autre ont de solides antécédents en matière d'évaluation et les rues ludiques ont rarement, voire jamais vu le jour durant l'hiver québécois et surtout pas si régulièrement. Donc, la plupart des rues ludiques actuellement dans le monde se sont organisées en été et très sporadiquement. Donc, parmi nos hypothèses, parmi nos intérêts, c'était est-ce que ce genre de fermeture de rue est possible à l'hiver? Et on s'est intéressé particulièrement à ça parce qu'on sait fort bien, et la ville est très consciente, que les gens ont une frivolité de l'hiver et ils essaient de trouver des solutions pour faire sortir des gens. Donc, notre intervention sur la rue ludique a impliqué la fermeture des rues résidentielles à la circulation sur des périodes allant de 1 à 3 heures, 1 à 2 fois par semaine. On s'attend à ce que les enfants aient plus de possibilités de jeux libres, étant donné le nouvel espace sûr et plus proche de chez eux créé par l'intervention. C'est notre hypothèse. Ici encore, vous pouvez voir des exemples de rues ludiques que nous avons organisées à Montréal. Donc, notre rue ludique à Montréal pour 2021-22 s'impliquait une rue appelée Burnham dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parquet, en fait vraiment pas loin d'ici. La décision a été prise de placer la rue ludique sur une rue située entre 2 routes principales. Densément peuplée, avec un nombre important d'enfants et aucun cours pour jouer, cette rue a été considérée comme un excellent candidat par les groupes communautaires avec qui nous avons largement consulté avant de choisir ce site. Une section de la rue Burnham que nous avons ciblée comprenait 123 ménages dans une rue dont 87,5 % ont soutenu le projet lorsque nous sommes allés faire la porte-à-porte pour expliquer le projet aux résidents. En discutant avec les résidents, le dimanche, de 14 h à 16 h, a été choisi comme le moment idéal pour mener la rue ludique, car le dimanche était le seul jour où, dans le cas de familles biparentales, les 2 parents avaient tendance à être à la maison et pouvaient profiter de la rue ludique. Ce que vous voyez ici sont des photos de notre premier jour de la rue ludique que nous avons exécuté à la fin du mois d'août 2021. Avant de mettre en place les barrières, puis ce que vous voyez dans la photo au milieu, ça s'appelle des barrières milles. Puis c'est avec ces barrières milles-là qu'on a fermé des rues autant pour les rues ludiques que pour les rues écoles. Donc, avant de mettre les barrières au mois d'août, il n'y avait aucun enfant dans la rue. En fait, on était vraiment très préoccupés par le fait qu'il n'y avait personne. On pensait qu'il allait y avoir personne. Une demi-heure après avoir mis les barrières, il y avait 100 enfants dans la rue, incluant les parents, les grands-parents. C'était de toute beauté. Voici de quoi ça a l'air l'hiver, la même rue, un peu moins dynamique peut-être, mais il faisait moins 150, mais quand même un succès. Donc, les événements à retenir.
Comme à la rue École, il y avait des sessions d'information et mobilisation qu'on a faites, puis il y avait un partenariat excessivement important avec un groupe communautaire qui se trouve juste en face de chez nous, qui s'appelle Afrique au féminin, qui est probablement un des OBNL le plus important à Parc-Ex, où ils ont un programme d'insertion pour des femmes première génération et réfugiées, et où on est allé chercher plus de 25 bénévoles qui sont venus à chaque dimanche pour être responsabilité de fermer et ouvrir les barrières. On a eu un premier essai, comme vous avez vu, au mois d'août, puis on a commencé les vraies interventions en novembre. Ils ont duré jusqu'au mois de février, encore là, quand la SPVM nous a forcé de fermer. Les événements inattendus, interférence de la part de la SPVM. La journée de notre pilote, fin août, ils sont venus nous espionner. En fait, ils ont mis le gyrophare dans leur voiture avec 100 enfants qui jouaient. C'était assez spectaculaire. Ils sont venus souvent nous espionner et on a su après qu'ils notaient des choses sur nous, même si on était en collaboration avec eux. Ils nous ont suggéré que depuis longtemps, dans l'arrondissement, dans Parc-Ex, la police travaillait pour faire comprendre aux enfants que c'est dans les parcs qu'on joue et pas dans la rue. Et donc, ils trouvaient qu'on était en porte-à-faux avec tout ce qu'ils font depuis longtemps ou tout ce qu'ils essaient de faire depuis longtemps. Ils ont suggéré que les bénévoles qui étaient là tous les dimanches ne faisaient pas leur job parce qu'elles parlaient entre elles et qu'il fallait qu'elles soient plus focusées sur la tâche à la main. Et ils nous ont suggéré, la SPVM, que peut-être, en fait, au lieu de mettre en place ces interventions, on ferait mieux d'offrir des cours de parentalité aux parents de la rue Burnham pour qu'ils apprennent à amener leurs enfants au parc et être de bons parents. Oui. Donc, une vue pas mal différente à Hansik. Dans le cas de nos interventions cette année à Hansik, donc ça, c'est notre quartier plutôt favorisé. On a commencé depuis le mois de juillet une superbe rue ludique dans la rue que vous voyez à l'écran. Mais nous avons l'antithèse de notre expérience à Villeray, Saint-Michel-Parc-Ex. En fait, il y a plusieurs raisons pour cette situation-là, mais entre autres, on est entièrement appuyé par la municipalité. Les élus sont derrière entièrement cette intervention et malgré le fait que la poste de police à Hansik avait les mêmes, en fait, craintes par rapport à la dangerosité au début, les élus de la municipalité ont fait comprendre et ont travaillé avec la police pour leur convaincre de laisser aller l'intervention. Puis en fait, dans les entrevues qu'on a faites récemment avec un des lieutenants, il continue à croire que c'est potentiellement risqué, mais il laisse aller. Donc, vraiment, une toute autre façon de considérer la dangerosité. Et comme Fanny Bakali, ma collègue et assistante de recherche actuellement, nous fait savoir, à Hansik, les bénévoles qui sont les résidents locaux, souvent, ils ouvrent des bières, ils parlent ensemble, ils ne sont pas nécessairement particulièrement attentifs à ce qui se passe dans la rue. Puis, il n'y a aucun police qui pense qu'ils ne sont pas inappropriés avec les enfants. Donc, on le voit à l'été, on le voit aussi à l'hiver. Puis en fait, à Hansik, ils le font 2 fois par semaine. Et on a aussi commencé une intervention à l'école de Saint-Benoît, aussi à Hansik, où non seulement, encore là, on est appuyé par les élus, mais les élus ont été tellement convaincus par le projet qu'ils ont demandé à la STM d'arrêter un autobus qui rentrait à l'heure de la rue École pour permettre une calme dans la rue au moment de la rue École.
Vous voyez les gens qui marchent avec aisance dans la rue, une très belle expérience, encore là l'hiver. Donc, pourquoi je parle d'un champ de bataille idéologique? Bien, la promotion de la santé, malgré l'influence importante de la Charte d'Ottawa et de ses divers axes, tend à concentrer l'essentiel de son attention sur ce que la plupart d'entre nous appelons les comportements de santé, ou ce que la Charte d'Ottawa appelait à l'époque le développement des compétences personnelles. Lorsque la plupart des gens pensent à la promotion de la santé, malheureusement, à mon avis, ils pensent au changement de comportement, que ce soit en tête-à-tête avec un médecin, dans une cadre scolaire ou même au niveau de la population, comme les règlements interdisant le tabagisme. Quel que soit le niveau, la grande majorité de ce qui relève de la rubrique de la promotion de la santé cible une sorte de changement de comportement chez l'individu à qui on vise le changement. Le plus souvent, donc, ce changement de comportement implique des facteurs de risque bien connus de maladies chroniques, le tabagisme, la nutrition, l'exercice, les comportements sexuels. Le projet Changer les règles du jeu, cependant, ne visait pas de changement de comportement comme résultat principal, mais plutôt un rééquilibre de l'espace urbain et donc une restructuration de l'environnement physique et social pour rendre possible de nouvelles façons d'être et de faire, y compris pour que certaines pourraient appeler les comportements de santé tels que le jeu libre à l'extérieur, l'utilisation du transport actif et la mobilité indépendante. Mais pas exclusivement ces trois-là, car nous nous intéressons également à la façon dont ces interventions influencent les relations sociales entre voisins, parents, enfants, bénévoles et autres. Ce que nous voyons dans ce projet, cependant, c'est qu'en essayant de mettre l'accent sur le changement des environnements qui pourraient rendre les comportements plus possibles pour les enfants et leurs familles, ça dérange plus que les personnes qui s'engagent dans les comportements de participer afin de rendre le changement possible. Donc, ça demande une implication de résidents, de la SPVM, des profs de l'école, et il y a énormément de résistance. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est jusqu'à présent, dans ce projet, nous avons découvert des valeurs sur ce qui est considéré comme les vrais espaces pour enfants. Le rôle des enfants dans le contrôle de ces espaces et des mouvements des enfants et les discours de risque qui régissent la vie des enfants du 21e siècle. Les enfants, dans notre contexte canadien, québécois, sont considérés comme manquant de capacité, langage, pouvoir de raisonnement, capacité de réaction, pour être vus comme, malheureusement, quasiment handicapés. Nous semblons douter que les enfants soient capables d'indépendance ou d'autonomie de quelque sorte que ce soit. Ce qui semble être passé dans notre société, c'est que nous voyons les enfants comme seulement vulnérables et la ville comme étant seulement hostile. Ce projet nous ouvre la possibilité de penser les enfants comme des êtres humains capables de juger dans de nombreuses situations de la ville comme un espace de multiples possibilités. Notre projet s'efforce d'encourager le développement indépendant et le sentiment d'autonomie des enfants, alors que notre société se sent une obligation morale envers les enfants de les protéger plutôt que les soutenir dans leur cheminement vers l'indépendance. En effet, l'ironie de cette intervention et de notre programme de recherche est que, et c'est bien connu, hein, ce n'est pas juste moi qui le dis, la meilleure façon de gérer le risque dans la vie des enfants, ce n'est pas de l'éviter. Pourtant, les parties prenantes ont insisté encore et encore sur la nécessité de réduire à tout prix tout risque pour les enfants, malgré les nombreux avantages que les interventions pouvaient avoir sur la santé et le bien-être des enfants. Ce qui est encore plus troublant que le discours de risque, cependant, c'est que les enfants ont été continuellement pris comme boucs émissaires par des adultes de diverses origines, les habitants, les parents, les responsables scolaires, le personnel municipal, la police, les comités d'éthique, qui ne souhaitaient pas bouleverser le statu quo. Le bien-être des enfants et leur capacité de s'engager dans la ville étaient apparemment
continuellement assiégés. Ces parties prenantes ont pu tirer parti des craintes de risque de la société pour se mobiliser contre les innovations sociales que nous proposons sous le nom de Rue École et Ludique. Et nous avons divers obstacles structurels et institutionnels, par exemple les règlements municipaux qui donnent la priorité aux automobilistes, le manque de collaboration entre les commissions scolaires et les gouvernements municipaux, la surveillance, etc., à l'adoption d'innovations sociales qui renforcent la société de risque et notre incapacité à remettre en question le statu quo. Troisièmement, notre projet révèle les façons dont les systèmes inéquitables peuvent empêcher l'innovation de se produire pour ceux qui en ont le plus besoin et permettent à l'innovation de se produire dans les environnements qui en ont le moins besoin. Il explore les inégalités sociales de manière à ne pas blâmer les individus pour leur mauvais comportement, mais plutôt à explorer comment les systèmes peuvent être à l'origine de ces inégalités. Mais cela nous permet également d'examiner comment les inéquités structurelles existent également au sein des structures municipales. L'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Aix n'était pas disposé à s'impliquer dans le projet, était totalement indifférent, sauf pour leur propre profit. En fait, j'ai d'autres choses à raconter après si ça vous intéresse, mais c'était un gros flop. Lors d'un compte rendu très récent avec l'arrondissement sur les raisons pour lesquelles les interventions n'ont pas été couronnées de succès, ils ont suggéré que les résidents de Villeray, une partie de l'arrondissement plus aisée, auraient adopté le projet, puis on aurait dû vraiment le faire là-bas. Les inégalités sociales dans ces communautés ne sont pas seulement individuelles et ni seulement agrégées au niveau communautaire, mais sont aussi politiques. L'intérêt des élus, la collaboration du SPVM, et ça déplace la partie la plus audacieuse à plus tard. Donc, je termine là-dessus. Avant de passer à vos questions, j'espère que vous en avez beaucoup, je voudrais juste prendre 2 secondes pour remercier la Dr. Patricia Collins, qui est un co-investigateur principal à Queen's University à Kingston, le Dr. Juan Torres et Marie-Pierre Sylvestre, des co-investigateurs et professeurs à l'UDM, Carice Thompson, qui est assistante de recherche à Queen's, Fanny Bakali, Camille Clément, aussi assistante de recherche ici, et Dr. Zainab Alias, qui est ici, qui travaille toutes et tous sur ce beau projet à Kingston et à Montréal. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vous invite à prendre le petit micro. Merci Kate pour la présentation, une présentation excellente et stimulante. Donc, je vais briser la glace. Donc, pour le titre de ta présentation, tu as utilisé un titre mais qui est en soi provocateur, le champ de bataille idéologique. J'aimerais t'entendre un petit peu plus ces idéologies. Qui sont les porteurs de ces idéologies? Et puis, est-ce que parmi ces porteurs, il y en a des bons et des méchants, et puis comment on peut les amener éventuellement à travailler ensemble ou à aller dans le sens où on peut réaliser ces changements qui sont importants. Ouais. Merci beaucoup pour la question, Carl. Puis, écoutez, j'ai essayé d'être provocatrice. C'est plus intéressant. Hein? On est aussi idéologique, nous autres, en santé publique. Hein? C'est doublement provocatrice, ma présentation, parce que nous autres aussi, on promue ou parfois on rentre dans le discours de la société de risque. Donc, une partie de ma présentation, c'est une mise en garde de notre propre travail, ce qu'on considère risqué, puis bien sûr, il y a des risques qui ne vaut pas la peine, il y a des risques dangereux, mais il y a certains risques qui sont appropriés, surtout pour le bien-être et le développement des enfants dans ce cas-ci. Je pense que ces enjeux idéologiques sont à plusieurs niveaux. Donc, quand je parlais au niveau des inégalités, là, je m'attaque vraiment à la politique.
et au fait que l'innovation sociale et l'appui qu'il pourrait y avoir dans les quartiers plus défavorisés et plus difficiles. Les gens revendiquent moins, ils ont moins de pouvoir de revendication, il y a moins d'intérêt des élus à innover. Ce que nous autres, on a vu à Parkex, c'est que certains des gens de la municipalité avaient même une méprise pour les citoyens de leur environnement, de leur quartier. Puis donc, même si on fait le mieux possible pour changer des choses, il faut que les municipalités veuillent le faire. On avait offert, en fait, ce qu'on avait fait à Parkex puis à Saint-Michel, c'était une offre gratuite. Hein? Ils avaient besoin de rien faire autre que de nous fournir les barrières Mills. Mais même à ça, ils nous ont arrêtés. Donc, cette idéologie existe au niveau de nos instances politiques. Ça, c'est pour la question des inégalités au niveau politique. Au niveau, les idéologies dans la société, bien, clairement, comme je disais, la société de risque, on participe tous à ça. Et pas juste en santé publique, mais les citoyens, on l'avait entendu à maintes reprises de toutes sortes de différentes parties prises, que notre intervention pouvait mettre en danger les enfants, ils n'allaient pas comprendre comment utiliser les rues. Donc, c'est une idéologie sociétale qu'on a créée, nous, et à laquelle ce genre de projet essaie de faire face, essaie de bouleverser ou de montrer que, en fait, si on n'intervient pas, les enfants sont encore plus en danger. En fait, le danger est de ne pas intervenir. Donc, je dirais que ces questions idéologiques existent à plusieurs niveaux. Un des appels, c'est à la réflexivité d'abord, nous, en santé publique, d'être conscients de ce qu'on fait quand on intervient, quand on met en place les politiques, quand on réfléchit à ce qu'on fait, et de pousser à ce que ça soit autrement en société. Kate, on a déjà une question en ligne. Je vais te la lire. Excellente présentation, Kate. Est-ce que vous avez pu partager vos observations avec les responsables du SPVM, donc c'est le service de police, des deux quartiers en même temps, afin de leur faire voir les billets et les rapports de pouvoir de chacun? Et si oui, est-il pensable de transformer ces worldviews établis? Oh, excellente question. J'aurais tellement aimé ça. Vous pouvez imaginer, c'était excessivement difficile, les relations avec nos collègues juste en face. En fait, il faut comprendre que les interventions qu'on a faites à Parkex, à Saint-Michel, donc à Villeray, Saint-Michel, Parkex, c'était 2021-22. Malheureusement, c'était la première année d'intervention, c'était les premiers essais au Québec. Puis on n'avait pas les preuves que ça allait marcher. C'était avec cet arrondissement-là qu'on allait prouver que ça pouvait marcher. Malheureusement, pour des raisons, si ça vous intéresse, je pourrais en parler après, la SPVM et la municipalité ont arrêté nos interventions en février 2022. Et c'est seulement à ce moment-là, quelques mois plus tard, qu'on a été invité à discuter avec la SPVM, avec les élus. En fait, pas avec les élus, avec des gens de la municipalité, des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement et qu'est-ce qu'on peut faire pour potentiellement recommencer les interventions? Ce qu'on a compris de la SPVM et des fonctionnaires, c'est qu'ils n'étaient pas particulièrement intéressés à recommencer les interventions. Ils trouvaient ça trop compliqué, ça ne valait pas la peine. Ils ne voyaient pas l'intérêt, malgré les résultats que je vous ai montrés. Ce n'était pas intéressant pour eux. Plus tard, en fait, cet automne, on est retourné à la municipalité pour présenter des résultats plus étoffés aux élus, donc à la mairesse de l'arrondissement. Et c'est elle, en fait, qui avait dit malheureusement des choses que je ne répéterai pas ici, mais qui évidemment n'était pas intéressée à
offrir ce genre d'intervention à ses citoyens de son arrondissement. C'est seulement maintenant, avec les données qu'on collecte à ANSIC, qu'on va pouvoir, on aurait pu retourner à Villeray-Saint-Michel-Parc-Aix et dire, écoutez, on l'a fait sur une année, il y a eu 0 incident, et c'est vrai, il y a eu 0 incident, que des enfants contents dans la rue, les citoyens contents, mais je ne crois pas qu'on va être réinvité. Il y a eu vraiment un non-intérêt de la part des élus à Villeray-Saint-Michel-Parc-Aix. Ils ont juste décidé que ces interventions n'étaient pas pour eux. J'avais aussi, merci Kate pour la présentation. J'avais aussi une question en lien avec la police. Il me semble quand même qu'à Montréal, il y a beaucoup de festivals, il y a plein de rues à Montréal qui sont déjà fermées avec des espaces de causerie. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Moi, je viens de Montréal-Nord. Maintenant, il y a plein d'espaces, même à Montréal-Nord, dans la rue. Est-ce que c'est vraiment le quartier? Puis c'est quoi vraiment le pouvoir de la police? Il me semble que la police à Antique doit suivre les mêmes règles que la police à Villeray. Je ne suis pas très surprise. En même temps, j'ai le goût de leur dire c'est quoi leur problème. Je comprends pas. Je comprends, mais je comprends pas tant c'est quoi leurs arguments alors que ça existe déjà à la grandeur de la ville. Bon, comme je vais peut-être répéter certaines affaires, mais votre question est vraiment bonne, là. Et je ne suis pas spécialiste de toute la politique municipale, mais ce que moi j'ai compris au fil des 2 dernières années, c'est qu'en fait, les élus de la municipalité trumpent le SPVM. Donc, eux, ils peuvent prendre des décisions, ils consultent la SPVM sur l'intérêt des interventions, des activités sur leur territoire et la dangerosité, disons. Donc, ils consultent. Si la SPVM leur dit « ça ne devrait pas se passer », la municipalité peut décider de le faire pareil. C'était ce qu'ANSIC avait décidé de faire. À Parc-Aix et à Saint-Michel, ils ont décidé, étant donné la réticence du SPVM, ils ne voulaient plus avoir ces interventions. Encore là, la réticence était énormément autour du terrorisme, de un, l'idée que quelqu'un viendrait avec sa voiture, rentrer dans les barrières Mills et tuer des enfants jouant dans la rue, tout simplement parce qu'il y avait des enfants dans la rue. Non, non, c'est non fondé complètement. Il n'y a pas un seul. Mais à Berlin, à Noël, il y a une voiture qui est rentrée dans le marché de Noël. Donc, société de risque, on a excessivement peur. Et cette idée que de façon inouïe, on ferme une rue, pour eux, ça invite des gens à faire des choses, certaines gens à faire des choses dangereuses. L'autre affaire qui était vraiment excessivement importante pour la police de Parc-Aix, c'était vraiment cette notion que les enfants ne devaient pas jouer dans la rue, malgré le fait qu'eux-mêmes, sûrement, ils avaient joué dans la rue quand ils étaient jeunes. Donc, il y avait vraiment ils étaient complètement obsédés par cette idée que notre intervention allait créer une mauvaise habitude chez les jeunes. Puis juste pour ceux qui peuvent penser que, effectivement, la SPVM a raison, à ANSIC, ce qu'on apprend des parents qui ont vécu la rue ludique depuis juillet, en fait, dans la rue ludique à ANSIC, il y a de très, très jeunes enfants, beaucoup plus jeunes qu'on voulait, là. Puis ce que les parents nous fait apprendre, c'est que la rue ludique, la fermeture de la rue, en fait, a fait comprendre encore mieux aux enfants à quel moment jouer dans la rue et à quel moment ne pas jouer dans la rue. En fait, ils respectent encore plus la rue et la dangerosité de la rue quand ce n'est pas fermé, à cause de la rue ludique. Donc, c'est l'inverse de ce que la SPVM pensait. Mais bon. Une question en ligne que je vais te lire ici. Donc, cette personne-là, c'est ça. Quel serait le rôle de la santé publique et du ministère de la Santé si les rues et
et les écoles sont surtout dans le champ d'action des ministères de l'Éducation, du Transport et de l'Aménagement. Quels enjeux à l'échelle provinciale? Intéressant. Ben, la rue, ça appartient à la ville. Donc, pour le ministère de la Santé, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Là où je pense qu'il y a des enjeux, c'est sur les bienfaits de ces interventions sur la santé. Mais la rue, en tout cas, les rues ont fonctionné. C'est dans la responsabilité municipale. Je ne sais pas si j'avais compris la question. Oui. Oui, c'est sûr, là, ça revient souvent à qui demande les permis, qui est responsable, mais c'est définitivement, actuellement, dans notre cas, c'est le Centre écologie urbaine de Montréal qui est le responsable, qui a demandé les permis de la ville. Mais en fait, ce qu'on essaie de faire dans une nouvelle subvention qu'on vient d'avoir aujourd'hui, je pense, on va faire une mise à l'échelle à Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Et là, les élus de ce quartier-là veulent vraiment changer le règlement de la municipalité pour que des rues, écoles soient possibles pour toutes les écoles primaires publiques de l'arrondissement. Donc, ça prend des changements, mais c'est plutôt au niveau du code sécuritaire de la route qu'au niveau des ministères de santé. Je ne sais pas s'il y a une autre question présidentielle, parce qu'il y en a une autre en ligne. Je vais juste poser la dernière en ligne, si tu permets. Donc, la dernière en ligne qu'on a ici, c'est vous parlez des inégalités sociales plutôt à un niveau socio-économique. Qu'est-ce qu'une approche intersectorielle, inégalité sociale selon d'autres marqueurs d'identité, tels le statut d'immigration, la race et le genre, pourrait apporter à votre analyse des rues ludiques et des rues écoles? Bien, merci pour la question. Encore là, puis je suis un peu frivole à le faire publiquement, mais vous pouvez comprendre un petit peu, comprendrez que les quartiers Parquet, Saint-Michel sont des quartiers majoritairement de groupes minoritaires visuels et que le non-intérêt et la frivolité aux interventions, à mon avis, vient à l'intersection des statuts socio-économiques faibles et de statuts minoritaires ethniques, si on veut utiliser ce terme-là. Donc, c'est sûr que ça joue. C'est sûr que ça joue. On l'explore plutôt au niveau du quartier de ces enjeux-là, donc politiques, que dans les données au niveau individuel qu'on collecte. Cependant, on collecte beaucoup, beaucoup de données qu'on n'a pas analysées encore, puis on n'a pas terminé la collecte, pour voir quelle est l'influence de ces interventions sur le jeu libre, la mobilité indépendante et l'utilisation du transport actif chez les enfants. Et là, on aura aussi une analyse potentiellement de genre à faire, puis une intersection genre statut économique aussi à faire. Donc, c'est sûr que ça joue un rôle très, très important. Puis, ce n'est pas anodin, là, le choix de nos quartiers non plus. Oui, j'aurais une autre question, Kate. Par rapport à la question de tout à l'heure sur le rôle du ministère, oui. Je me demandais, est-ce que les directions de santé publique peuvent être des alliés et puis est-ce qu'elles ont été des alliés dans le cadre? Oui. Oui, ils sont des alliés. projet? Oui, le DRSP, ils sont des partenaires. Ils ont été là depuis le début en nous aidant. En fait, c'est avec leur aide qu'on a pu identifier les quartiers où on voulait participer et avoir nos interventions. Non, ils sont très, très présents. Ils sont très intéressés par le projet et continuent à nous suivre. Oui. Oui. L'autre question que j'avais, c'est convaincre les élus par rapport à ce type de projet, quel type de résultat, quel type d'impact que vous pouvez amener, et puis par rapport à ce qui a été fait dans d'autres, dans les villes à l'international où ça a été implanté, est-ce qu'on a déjà
des évidences? Est-ce qu'on a des résultats de l'impact? Et puis, est-ce que ça peut être utilisé comme élément pour convaincre les élus de l'utilité de faire ça? Au-delà de leur dire que ça ne nuira pas, donc les questions de terrorisme, donc c'est… Ouais. Bien, multiples questions. Je vais essayer de tout répondre. D'abord, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les rues ludiques, comme j'avais dit, existent depuis longtemps. Les rues écoles, beaucoup plus récents. Les rues ludiques, il y a une petite littérature scientifique qui ont commencé à faire des essais randomisés même pour évaluer l'impact sur l'activité physique. OK? Mais ce sont des rues ludiques pendant de très courtes périodes. Et les rues écoles n'ont jamais été testées scientifiquement. Donc, il y a la littérature grise dessus. Les municipalités ont pris ont évalué certaines affaires, mais des vraies études, à mon avis, là, de ce qu'on sait, on est la première vraiment à étudier ça. Donc, ce qu'on essaie d'avoir, puis imaginez la quantité de données qu'on a qualitatives et quantitatives sur ce projet-là, c'est énorme. Ce qu'on utilise beaucoup avec le Centre écologie urbaine de Montréal, puis ça a un écho beaucoup avec les élus, c'est la diminution du nombre de voitures à chaque matin. Je ne vous ai pas montré ces résultats-là. Je l'avais fait plus tôt là, dans une autre présentation aujourd'hui, mais il y a eu une diminution à Saint-Michel de 17 des voitures des journées de rue-école et une augmentation de 20 d'enfants qui venaient à pied des journées de rue-école. On sort des données comme ça, là, les élus sont intéressés. C'est vraiment ce genre de données-là, puis on continue à les collecter. Zénab en témoin, elle est sur le terrain souvent. On continue à collecter ce genre de données-là, mais on en a plein auprès des résidents, l'intérêt qu'ils ont pour ça, la paix que ça crée, la cohésion sociale que ça crée entre les citoyens, les bienfaits sur les enfants. Il y en a plein qu'on va avoir l'an prochain. Mais je dirais, c'est vraiment actuellement, on mise beaucoup sur Vision Zéro et sur les indicateurs qui peuvent aider à montrer comment atteindre le plus possible Vision Zéro au niveau des municipalités. Mais je peux vous dire, là, à Villeray-Saint-Michel, le Parc-Ex, ils ne s'intéressaient pas à ça, même quand on leur donnait ça. Il faudrait, en toute honnêteté, il y a une grande différence entre les deux. Dans la première année à Villeray-Saint-Michel-Parc-Ex, c'est Michael Saint-Pierre et moi qui avons proposé le projet à la municipalité. À Huntsic, c'est eux qui sont venus nous chercher. Donc, il y avait déjà un buy-in du côté d'Huntsic. Donc, ce n'est pas complètement comparable. Donc, ils étaient déjà séduits par le projet. Donc, là, il y a encore des enjeux, là, mais on espère que plus il y a de l'évidence, plus on fait ce genre d'intervention-là, moins ça va être difficile de convaincre les élus que ça vaut la peine. On a une autre question en ligne. La personne te remercie aussi encore pour l'exposé et elle questionne, y a-t-il eu des résultats inattendus ou négatifs secondaires à l'intervention? Donc, est-ce que c'est deux questions ou une question? C'est la même. Okay. C'est deux mots. Inattendu, négatif? Oui. Oui. En fait, le négatif a été mis entre parenthèses dans la question. Oui. Merci pour la question, elle est très bonne. Parmi les choses deux choses. De un, trouver des bénévoles est excessivement difficile. Vrai dire, à Montréal, à l'instant, dans la rue ludique, il n'y a aucun problème. Les bénévoles viennent des parents, des résidents, il n'y a aucun souci. Les interventions roulent à peu près sans nous. À Saint-Benoît, on est allé chercher depuis septembre 2 bénévoles. Donc, on n'a pas pu avoir les interventions à tous les jours. On est resté à 1 jour semaine, ce qui est vraiment pas suffisant. Donc, et on en parle avec des collègues, surtout en Ontario, mais aussi à travers le Canada. Ils ont les mêmes problèmes. On a un problème avec le bénévolat chez nous, là, qu'ils n'ont pas apparemment en Angleterre. Ça, je ne comprends pas, mais je ne suis pas spécialiste du bénévolat. On essaie de trouver des solutions à travers le Canada là-dessus.
La deuxième chose qui, inattendue, est excessivement triste, c'est les bénévoles qui sont là, puis on l'a vécu à Saint-Benoît et à Marie-Rivier, se font excessivement maltraités par les résidents. Excessivement. Ils se font crier auprès, maltraités. C'est horrible. Et c'est toutes des jeunes qui sont là, qui donnent de leur temps. Ça, c'est incivilité, là. Donc, malheureusement, ça existe, mais c'est pas la partie la plus importante de l'intervention, je peux vous dire. Là, venez voir à Saint-Benoît si jamais ça vous intéresse. Un vendredi à 3 heures, c'est de toute beauté. On a encore une question en ligne. Excellente présentation, merci. Est-ce qu'au Royaume-Uni, les intervenants en santé publique ont eu des barrières similaires en termes de résistance politique ou de résistance au changement? Et si oui, comment ont-ils surmonté ces barrières? Oui, merci pour la question. Elle est super bonne, puis malheureusement, je n'ai pas vraiment la réponse. En fait, j'étais dans une réunion cette semaine, comme je vous ai dit, avec plusieurs personnes à Mississauga, en Ontario, à Toronto, à Hamilton et à Kingston. Ils ont tous fait des pilotes. Et en fait, il y avait quelqu'un de 880 Cities qui est probablement l'OBNL canadien le plus important sur la question des villes en santé. Et j'ai demandé à Amanda O'Rourke si elle pouvait aller demander un genre d'atelier avec les gens de Londres puis de Ghent en particulier, là, en Belgique, qui ont eu du succès. Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais il semble qu'effectivement, ils ont été très forts là-dessus, autant en Belgique qu'en Angleterre. Les bénévoles viennent vraiment des gens locaux, puis ils ont beaucoup moins de résistance à la non-utilisation de la voiture. Mais malheureusement, je n'ai pas la matière pour vous répondre, mais peut-être dans quelques semaines, j'en aurai un peu plus. Je pense qu'on a une dernière question en ligne. La personne pose, avez-vous eu le soutien des centres de services scolaires? Bon, ça dépend. Ça dépend des centres de services. Intéressant. J'ai écarté une partie de mon exposé parce que c'était trop compliqué, mais on était supposé au début commencer avec 2 interventions à Outremont. On allait intervenir une rue ludique et une rue école à Outremont. Puis en fait, la commission scolaire Marguerite Bourgeois est allée chercher son avocat pour venir entretenir avec moi. Et ils ont décidé que l'intervention n'était pas du tout intéressante pour leur commission scolaire, qui n'avait pas d'intérêt pour les enfants des écoles de leur commission, puis c'était trop risqué. Cependant, aux commissions scolaires de Grand Montréal, les bras grands ouverts. Donc, ça dépend vraiment des commissions scolaires, des gens qui y sont, l'ouverture. Moi, au début, avec la CSTM, autrement appelée CSTM, j'avais une championne qui était là, qui m'a même suggéré des écoles, entre autres Marie-Rivier. Donc, ça dépend vraiment. Mais il y a quand même un travail à faire de séduction auprès des commissions scolaires, c'est sûr, là, pour que ça puisse vraiment très, très bien marcher parce qu'ils sont un partenaire, évidemment, très, très important. Merci. Bonjour, professeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai une question pendant votre présentation. Justement, je pensais justement à les thèmes que j'ai appris. Moi, je suis étudiant en maîtrise. On a appris beaucoup de thèmes. Et 2 thèmes qui m'ont beaucoup marqué, c'est la participation et l'empowerment. Je sais que vous venez de dire que pour ce projet, vous aviez besoin de la collaboration des réseaux scolaires et tout, et que vous avez eu de l'opposition de la SPVM, ce qui me surprend beaucoup. Mais à quel point, et c'est peut-être pour m'éclairer, surtout pour un quartier comme ça, Villeray, parc extension, multiethnique et tout, que vous avez été au niveau des les 2
juste les organismes communautaires, les 2 religieux, pour vraiment que ce projet, qui est un beau projet, devienne leur projet et que peut-être à travers de cet angle-là, on remonte en amont et que ça pourrait justement contrer les oppositions que vous avez eues. Votre question est vraiment bonne. Écoutez, ça fait, c'est brise-cœur, là. J'ai rencontré, en fait, j'ai présenté à l'Afrique au féminin il y a 1 mois à peu près, je pense. It was about 1 month ago. Juste en face, là. Puis, ce que j'entends des bénévoles, c'est que ça faisait tellement du bien aux jeunes, ça faisait tellement du bien des bénévoles qui venaient. En fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le fait de faire ce bénévole-là avait créé une communauté entre elles et elles étaient prêtes à venir à chaque semaine le faire. Ça les faisait sortir de leur maison. Elles étaient excessivement isolées. On parle, en gros, là, de femmes sans papier, d'accord? La plupart sont des réfugiés. Puis, ce qu'on offrait, c'était une opportunité d'être ensemble, de voir des enfants jouer, de faire quelque chose pour la communauté. Puis j'avais expliqué ça au SPVM puis aux élus du Villeray, Saint-Michel-Parquet, ça ne les intéressait pas. Du côté de Saint-Michel, c'était un peu plus compliqué. Je pense que c'était surtout le moment dans la journée. On avait énormément de problèmes à trouver des bénévoles parmi les parents, entre autres parce que ce qu'il faut comprendre, c'est dans les quartiers défavorisés comme Saint-Michel, beaucoup de gens nous ont expliqué qu'ils travaillent plus qu'un emploi, ils ont plus qu'un emploi. Donc, ils n'ont pas le temps d'aider avec les barrières Mills. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire pour aider et trouver d'autres solutions dans des situations où les gens n'ont pas le luxe d'être bénévoles. Je dirais qu'on avait beaucoup plus à éplucher à Saint-Michel dans les organismes communautaires où il y avait un intérêt, mais on n'avait pas fait assez de travail en amont pour travailler avec eux. Mais c'est faisable, je suis sûre de ça. Merci pour la question. Merci. Merci pour la présentation, Kate. Toujours intéressant. J'ai même vu la première partie tantôt. Je suis un vrai fan. J'aimerais ça revenir à Ed. Donc, au-delà des projets de rue école, de rue ludique, c'est pour permettre à Ed de se rendre 10 km plus loin pour aller pêcher. On a besoin d'un changement qui est beaucoup plus philosophique. Il faut faire comprendre aux automobilistes qui sont des invités dans les rues résidentielles. J'imagine que c'est le genre de choses auxquelles tu penses. Est-ce que tu vois des solutions possibles justement en dehors des heures de rue ludique? Oui. Excellente question. Merci, Marc-André. En fait, on est rendu là dans le projet. C'est drôle parce que ça fait 13 ans que je travaille sur le jeu libre et ce projet, au début, était vraiment créé pour créer des conditions favorables au jeu libre. Et je me suis rendu compte au fil des années, et surtout avec les interventions, que ce n'est pas le jeu libre qui est vraiment la question, l'éléphant dans la salle, qu'on l'appelle dans le groupe maintenant, c'est la mobilité indépendante. C'est la question que les enfants de nos jours, en tout cas en Amérique du Nord, n'ont pas les conditions pour se rendre de point A à point B avec les amis, sans accompagnement de parents. Et que cette mobilité indépendante est un précurseur, est vraiment un déterminant pour créer des conditions de jeu libre et de transport actif autonome. Donc, il y a beaucoup à faire pour créer des conditions de mobilité indépendante, entre autres slow streets, réduction, peut-être nouvelles lois par rapport à l'utilisation des voitures, la vitesse, le nombre de voitures, la façon dont nos rues sont faites, beaucoup de choses au niveau de l'aménagement. C'est vraiment beaucoup au niveau de l'aménagement parce que de faire passer par l'éducation, ça ne marche pas. On a trop peur dans notre société. Le discours de risque est trop élevé
pour passer par l'éducation. Oh non, ça va être correct. Envoie votre enfant, là, vous allez voir, là, ça va être correct. Ça ne marchera pas. Donc, pour moi, la solution est vraiment énormément autour d'une grosse réflexion autour du droit à la ville à nos enfants. C'est vraiment parmi les titres que j'utilise. Puis c'est vraiment mon objectif, c'est d'augmenter le droit à la ville des enfants. Et entre autres, c'est par le partage des rues dans leurs activités quotidiennes et la possibilité d'aller de A à B tout seul. Mais merci pour la question. Alors, merci Kate. Merci pour cette présentation et d'avoir partagé avec nous les résultats de ces travaux. Donc, je pense qu'ici dans la salle et en ligne, vous avez apprécié ce moment. Donc, la prochaine, on aura une prochaine conférence au 13 avril, donc avec la professeure Ravitsky. Donc, continuez à consulter notre infolette, les échos de la santé publique. Donc, comme ça, vous serez au courant de nos prochaines activités. Alors, merci encore. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. Et merci à la professeure Kate Froelich.